Ma femme a utilisé les souvenirs traumatiques de mon enfance lors d'une dispute, parce que j'ai refusé de frapper physiquement nos enfants. Nous sommes mariés depuis 14 ans. Nous avons construit ce que je croyais être une vie stable, durable. Nous avons 2 enfants, un garçon de 12 ans et une fille qui vient d'avoir 11 ans. Ils sont tout mon univers. Quand je les regarde, je ressens une forme d'amour que je ne connaissais pas avant. Honnêtement, je n'avais jamais rien ressenti de tel lorsque j'étais enfant, et c'est quelque chose que ma femme a toujours su, même s'il m'a fallu des années pour pouvoir le dire à voix haute. Quand nous nous sommes mariés, elle avait remarqué que je ne parlais jamais de mes parents ni de mon enfance. Elle me racontait des histoires sur la sienne, des souvenirs chaleureux de fêtes de fin d'année, la façon dont ses parents décoraient la maison, les disputes entre frères et sœurs qui finissaient par devenir des anecdotes drôles, tout le contraire de la mienne. Je me contentais toujours de hocher la tête et de sourire. Elle me disait sans cesse qu'elle voulait mieux me comprendre, me connaître vraiment. Pendant des années, elle a insisté doucement, jusqu'au jour où elle m'a supplié de m'ouvrir. Il y a environ 2 ans, j'ai fini par tout lui dire. Je lui ai dit que je n'avais jamais été désiré, que je n'aurais jamais dû naître. J'étais le 4e enfant, celui arrivé après 3 grossesses, un bébé d'accident dû à un échec de contraception, un accident, comme mes parents m'appelaient. Ils me le rappelaient sans cesse. Ce n'était ni subtil, ni caché. Ils le disaient à voix haute devant moi, encore et encore. Je lui ai raconté le jour du parc d'attractions, quand j'avais 9 ans, le jour où ils ont essayé de se débarrasser de moi. Ils m'ont laissé exprès. Même à cet âge-là, je savais qu'ils espéraient que je me perde, que j'ai peur, et que je disparaisse peut-être pour de bon. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que j'avais mémorisé le chemin du retour. Quand je suis rentré plusieurs heures plus tard, ils ont feint la surprise d'avoir oublié que j'étais là. Mais moi, je n'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti ce jour-là. Je lui ai raconté la nuit où mon père a mis ses mains autour de mon cou et a serré jusqu'à ce que ma vision commence à s'assombrir. Je ne pouvais plus respirer, ma tête allait exploser. À ce jour, je ne sais pas pourquoi il a lâché prise. Peut-être que ma mère est entrée dans la pièce, peut-être qu'il s'est retenu à la dernière seconde, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai survécu, de justesse. Je lui ai parlé des repas, de ces soirs où tout le monde mangeait sauf moi, pas parce que nous étions pauvres, mais parce qu'ils m'excluaient. S'il y avait quelque chose de bon, un dessert ou une friandise, ils le partageaient entre eux et ne me laissaient rien. Je restais là, l'estomac vide, à les regarder rire. Je lui ai raconté qu'ils ne rataient jamais une occasion de me rappeler que j'étais un accident. Mes parents le disaient, mes frères et sœurs le répétaient. C'était la blague familiale, je n'étais pas censé être là, j'étais l'erreur qu'on n'avait pas effacée. Je lui ai même raconté le jour où ils ont admis, sans la moindre hésitation, qu'ils avaient prévu de m'avorter, mais qu'ils ne l'avaient pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas non plus pourquoi ils ne m'ont pas confié à l'adoption. Peut-être qu'ils aimaient simplement m'avoir sous la main pour déverser leur colère et leur frustration. Et je lui ai raconté la nuit d'hiver où ils m'ont enfermé dehors comme punition pour quelque chose que je n'avais même pas fait. J'avais 10 ans à peine. Il faisait un froid glacial. Je grelottais, je pleurais, les dents serrées, en essayant de ne pas penser à ce qui arriverait si je ne survivais pas à la nuit. C'est la voisine qui m'a vu frapper à la porte jusqu'à ce que ma mère finisse par l'ouvrir. Cette voisine m'a probablement sauvé la vie cette nuit-là. Tout ça, toutes ces blessures, je lui ai enfin confié. Ce n'est pas facile à dire, c'est difficile de s'ouvrir, surtout en tant qu'homme. On se sent vulnérable. Elle m'a pris dans ses bras après ça. Elle m'a dit qu'elle était heureuse que je lui fasse confiance et m'a promis qu'elle n'utiliserait jamais ma douleur contre moi. Hier soir, elle a brisé cette promesse. Nous nous sommes disputés, pour une bêtise. Tout a commencé à propos des devoirs de notre fils. Elle disait que j'étais trop laxiste, que je laissais tout passer. J'ai dit qu'elle était trop dure. Ça a dégénéré, comme ces disputes où on oublie la raison de départ et où chacun veut juste avoir le dernier mot. Et c'est là qu'elle l'a dit. Elle m'a regardé et m'a dit que mon père aurait peut-être dû terminer ce qu'il avait commencé cette nuit-là, que je ne méritais même pas d'avoir une famille, encore moins des enfants, que ce serait peut-être mieux si je n'avais pas survécu, que je n'avais jamais été désiré de toute façon, et que je le lui avais moi-même avoué. Au début, j'ai cru avoir mal entendu, mais elle a répété, calmement, comme si elle ne faisait qu'énoncer un fait. Je ne peux pas décrire ce que ça m'a fait. D'autres m'ont déjà dit des choses cruelles. On s'est moqué de moi, on m'a insulté, humilié. Mais là, c'était différent, elle était la seule à qui j'avais confié la partie la plus sombre de mon âme. Elle a pris ma douleur et s'en est servie comme d'une arme. Le reste de la nuit, je n'ai presque pas dit un mot. Elle a agi comme si de rien n'était. J'ai passé la nuit dans la chambre d'amis, éveillé, avec ces mots qui tournaient en boucle dans ma tête, mêlés aux voix de mes parents, d'il y a des années. Toutes ces moqueries cruelles, ces rappels que je n'étais pas voulu, mais cette fois, avec sa voix elle par-dessus. J'ai repensé à la rage que je ressentais adolescent, quand je souhaitais parfois que ma mère ou mon père meurent dans la souffrance. Je croyais ces sentiments enfouis depuis longtemps, mais hier soir, elle les a déterrés et me les a renvoyés en pleine figure. Je n'arrive pas à m'en remettre. Ce matin, elle était joyeuse, comme si de rien n'était. Je ne pouvais presque pas la regarder. Tout ce à quoi je pensais, c'est qu'il y avait quelque chose en moi qui s'était brisé, peut-être pour de bon. Maintenant, je ne pense plus qu'au divorce, ou au moins à une séparation.
Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quel type d'avocat contacter. Je ne sais pas comment expliquer à mes enfants pourquoi leurs parents pourraient se séparer. Une partie de moi se demande si je réagis trop, si ce n'était qu'une dispute qui est allée trop loin. Mais je me connais, je ne réagis pas trop. Je ne peux pas imaginer oublier ce qu'elle a dit. D'habitude, je parviens à tout supporter, j'ai l'expérience de ça. J'avale la douleur, je l'enfouis, et je passe à autre chose. Mais là, ce n'est pas quelque chose que je peux avaler. C'est différent. Elle a visé directement ma blessure la plus profonde, a planté le couteau, et l'a tourné. Je croyais vraiment que mon passé était enfin derrière moi, mort et enterré. Mais hier soir a prouvé qu'il est toujours là, bien vivant, et qu'il peut être utilisé contre moi par la personne à qui je faisais le plus confiance. Et je ne sais pas comment je pourrais lui pardonner ça. Mise à jour 1. J'ai attendu jusqu'à mardi. Ma femme a passé tout le week-end et le lundi comme si rien ne s'était passé, juste un peu plus froide que d'habitude, répondant brièvement, avec cette irritation contenue, comme si c'était moi qui avais tout provoqué. Aucune excuse, pas même un signe. Mardi après-midi, je n'ai plus pu contenir. Je lui ai demandé de s'asseoir. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle de ce qu'elle avait dit pendant la dispute, parce que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire semblant d'oublier. Je lui ai rappelé que la dispute avait commencé parce que j'avais refusé de frapper notre fils pendant que je lui apprenais quelque chose. Je ne crois pas qu'on doive frapper un enfant pour lui faire comprendre une leçon, et c'est pourtant ce qu'elle m'avait demandé de faire. C'est parti de là, puis c'est devenu quelque chose de bien plus laid. Je lui ai demandé directement, pourquoi avoir utilisé ce que je t'ai confié contre moi. Je lui ai rappelé comment, des années auparavant, elle m'avait supplié de m'ouvrir à elle, de lui faire confiance, en me promettant de garder tout cela pour elle. C'est là qu'elle a enfin avoué. Elle m'a dit qu'après que je me sois ouvert à elle, elle avait perdu une partie du respect qu'elle avait pour moi. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et au lieu d'une simple explication, elle m'a tout déballé. Elle a avoué qu'elle m'avait toujours vu comme quelqu'un de fort, quelqu'un capable de tout porter sans plier, la personne sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Mais après que je lui ai tout raconté, elle n'avait plus pu s'empêcher de voir les fissures sous la surface. Elle a dit que mon histoire m'avait rendu fragile à ses yeux. Les aspects les plus sombres, la manière dont ces années vivaient encore en moi, la mettaient mal à l'aise d'une façon dont elle n'arrivait pas à se défaire. Me voir pleurer, me voir si nerveux, si brisé par mes souvenirs, cela l'avait fait me regarder autrement. Elle a même utilisé le mot dégoût. Parfois, se rappeler ce que je lui avais raconté suffisait à l'empêcher de me voir comme avant. Je l'ai pressé de questions. Alors pourquoi m'avoir pris dans tes bras? Pourquoi avoir dit que tu voulais me connaître entièrement? Elle m'a seulement répondu qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre à ce moment-là, qu'elle ne voulait pas me punir pour m'être confiée. Me prendre dans ses bras et me dire que tout allait bien lui avait semblé la seule réponse décente, même si, au fond d'elle, elle commençait déjà à me voir autrement. Mais je lui ai posé la pire question de toutes, pourquoi avoir transformé ma douleur en arme? Elle a admis qu'elle n'avait pas pu se contrôler, qu'elle avait cherché ce qui me ferait le plus mal. Elle a dit qu'elle était désolée, que ça ne se reproduirait plus jamais. J'étais allé en thérapie, j'avais fait le travail. La seule raison pour laquelle elle connaissait cette partie de moi, c'est parce qu'elle l'avait exigé, parce qu'elle avait insisté pour que je m'ouvre, qu'elle voulait tout savoir. Je lui avais fait assez confiance pour lui dire des choses que je n'avais jamais prévu de dire à voix haute, parce qu'elle m'avait convaincu qu'elle saurait les garder. Et puis elle s'en est servie pour me frapper. C'était comme tendre son cœur à quelqu'un parce qu'il dit vouloir le garder près de lui, et le regarder ensuite y planter un couteau. Après tout ce qu'elle m'a dit, je suis resté là, assis. J'avais enfin la vérité, mais elle ne m'a apporté aucun soulagement. Je n'étais plus surpris, juste résigné. Parfois, je me demande si je ne lui en ai pas trop dit, si je ne l'ai pas submergé. Mais je ne lui ai raconté que ce qu'elle voulait savoir, petit à petit, en répondant à ses questions insistantes. Pourquoi insister autant pour que je sois vulnérable émotionnellement, si c'était pour réagir ainsi? Pourquoi affirmer vouloir tout savoir de moi si, en réalité, elle n'était capable d'aimer que la version idéalisée qu'elle s'était faite? Je lui ai alors dit que je ne pensais pas que nous pourrions redevenir comme avant, que je sentais que les fondations de notre relation étaient trop abîmées pour être ignorées. Que peut-être la seule issue était de se séparer calmement avant que les choses ne deviennent encore plus laides. Je lui ai dit que je ne pensais pas pouvoir la regarder de la même manière, en sachant qu'elle avait pu utiliser quelque chose d'aussi intime comme une arme. C'est là que son ton a complètement changé. Sa froideur a fondu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elle m'a supplié de ne pas dire ça, a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas divorcer. Elle m'a dit qu'elle m'aimait encore, que ce qu'elle avait dit dans un moment de colère ne pouvait pas effacer la vie que nous avions construite, qu'elle ne pouvait pas imaginer séparer les enfants, deux maisons, deux vies brisées. Elle m'a dit que partir les marquerait plus que tout ce que nous avions traversé. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas d'amour dans ses paroles lorsqu'elle avait essayé de me détruire avec les mots les plus cruels qu'elle pouvait trouver. Elle a dit qu'elle le savait, que ça ne se reproduirait plus jamais. Elle a répété encore et encore que les enfants avaient besoin de nous deux, que nous devions réparer les choses sans détruire la famille. Elle n'a pas pleuré, mais sa voix trahissait le désespoir. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait rester avec moi si elle me méprisait en tant qu'homme depuis que je lui avais confié ces choses.
Elle n'a pas su répondre, elle a seulement dit qu'elle ferait des efforts. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas pris de décision définitive. Je tourne tout cela dans ma tête, en me demandant si le mal est trop profond et si je me mentirais à moi-même en prétendant le contraire. Une partie de moi doute de pouvoir un jour la regarder de la même façon, et une autre hésite encore, parce que partir n'est jamais simple quand on a des enfants et des années de vie imbriquées. Je mentirais si je disais que je ne penche pas davantage vers la fin que vers la réconciliation, mais je n'y suis pas encore. La plupart du temps, je me sens lourd, piégé entre le besoin de me protéger et celui de ne pas briser ma famille. Mise à jour 2. Cela fait 3 semaines depuis notre conversation. Je pensais avoir trouvé une forme de paix dans l'idée de rester, au moins pour l'instant. Nous étions tombés dans une routine où nous ne parlions presque plus. Les enfants ne semblaient se douter de rien, ce que je voulais. Je pensais que le temps aiderait, mais non. Jeudi est arrivé. Je rangeais le placard de notre chambre, en cherchant mes vieux vêtements de sport qui devaient être tout au fond. Ma main a effleuré quelque chose coincé derrière sa boîte à bijoux, un petit carnet que je n'avais jamais vu. J'ai presque décidé de le remettre à sa place sans le lire, par respect pour sa vie privée, mais la façon dont il était caché m'a arrêté. Les premières pages étaient anodines. Liste de courses, rendez-vous, notes sur les activités des enfants. Puis j'ai tourné quelques pages et j'ai vu mon nom. Et là, j'ai tout vu, entrée après entrée, remontant sur 2 ans. Ce n'était pas exactement un journal intime, mais presque, elle écrivait sur moi, sur nous, sur des choses dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Les premières pages étaient différentes. Des plaintes frustrées sur mes murs émotionnels, sur le fait que je ne partageais jamais rien de vrai avec elle. Je me souviens de cette période, elle avait raison sur ce point. Mais ensuite sont venues les pages écrites après que je me sois ouvert à elle. Après lui avoir tout raconté de mon enfance, le ton avait complètement changé. Aujourd'hui, il a pleuré en parlant de son père. Je déteste le voir comme ça me retourne l'estomac. J'ai épousé un homme, pas un petit garçon brisé. Parfois, quand il parle de son passé, j'ai juste envie de lui dire de passer à autre chose. Tout le monde a des problèmes, pourquoi faut-il que ça définisse tout? Je me surprends à le regarder différemment maintenant. Quand il rit avec les enfants, je repense à ses sanglots, à ces histoires d'enfants non désirés, et ça change quelque chose. Je ne veux pas ressentir ça, mais je n'y peux rien. Page après page du même ton, 2 années entières. Chaque entrée était un coup dans le ventre, mais je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Et le pire n'était même pas la perte de respect, c'était ce qui venait ensuite. Il y a environ 8 mois, les entrées ont commencé à mentionner quelqu'un d'autre. Je vais l'appeler David, un collègue de travail. D'abord, de petites choses, comment il la faisait rire, comme il était facile de parler avec lui, à quel point il semblait simple. David ne traîne pas son passé comme un animal blessé. Avec lui, je me rappelle ce que c'est d'être avec quelqu'un d'entier. Je sais que c'est mal, mais j'attends nos déjeuners avec plus d'impatience que de rentrer à la maison. Il me voit comme quelqu'un d'intéressant, d'attirant, d'amusant, pas juste comme la mère des enfants d'un mari brisé. Les entrées sont devenues plus détaillées, plus intimes. Ils avaient une liaison depuis 6 mois. Je me suis assis sur le sol de la chambre, le monde s'est mis à tourner. Pendant tout ce temps, je me torturais à me demander si je devais partir à cause de ce qu'elle avait dit cette nuit-là, alors qu'en réalité, elle avait déjà quitté la relation depuis des années. La dispute, ces paroles cruelles, n'étaient pas seulement de la colère, c'était la vérité qu'elle retenait depuis longtemps, qui avait fini par jaillir. J'ai entendu sa voiture dans l'allée après je ne sais combien de temps que je suis resté assis là, incapable de bouger. J'ai remis le carnet exactement là où je l'avais trouvé et je suis descendu au rez-de-chaussée. Quand elle est rentrée, parlant de sa journée au travail, mentionnant qu'elle était restée tard pour une réunion de projet, j'ai simplement hoché la tête et souri. Pour la première fois depuis des semaines, elle semblait détendue en ma présence, presque heureuse. Je me suis demandé si elle avait été avec lui cet après-midi-là. C'était il y a 4 jours et je n'ai toujours rien dit. Je la regarde, cherchant les signes que j'ai pu manquer avant. J'ai aussi pris des photos de ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas si cela servira dans une procédure de divorce, mais je sais que si je parle trop tôt, je risque de perdre l'accès à ces preuves. Hier, j'ai appelé mon frère. Malgré mon passé, je n'ai jamais rien eu contre lui, il n'était qu'un enfant quand mes parents me traitaient ainsi. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a écouté, puis m'a donné quelques conseils sur le divorce, il a vécu le sien. Ce n'était pas à cause d'une infidélité, mais il sait à quel point cela peut devenir laid. Les enfants sont chez les parents de ma femme ce week-end. C'est elle qui l'a proposé, disant que nous avions besoin de temps pour travailler sur nous. J'ai déjà pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce pour lundi matin. Une partie de moi veut la confronter avec le carnet, la voir inventer des explications. Mais honnêtement, à quoi bon? Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle me ment en pleine figure depuis des mois pendant que je me blâmais d'être trop sensible à cause d'une dispute. Je ne sais pas encore ce que je dirai quand les enfants rentreront dimanche soir, si je leur parlerai tout de suite ou après avoir vu l'avocat. Mais je ne porte plus la honte que les autres avaient projetée sur mon existence. Je ne laisserai plus personne, pas même elle, me convaincre que je suis trop abîmé pour mériter l'amour et le respect. Mise à jour 3. Le rendez-vous avec l'avocate ne s'est pas passé comme je l'imaginais.
J'y suis allé lundi matin en pensant simplement entamer la paperasse, peut-être poser quelques questions sur la garde des enfants. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise de tout documenter avant de bouger le moindre doigt. Elle m'a dit que le fait d'avoir trouvé ce carnet était un bon début, mais qu'il fallait plus que des écrits sur une liaison. Les juges veulent des faits, m'a-t-elle expliqué. Obtenez des preuves concrètes de l'infidélité, pas seulement quelque chose qu'elle pourrait prétendre avoir imaginé. Cela comptera pour la garde et le partage des biens. Je suis sorti de là écœuré. L'idée de devenir le détective de ma propre femme me dégoûtait, même après tout ça. Mais je me suis rappelé ses paroles cette nuit-là, et la facilité avec laquelle elle avait pu me mentir pendant des mois. Peut-être qu'il était temps d'arrêter d'être naïf. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mardi soir, elle m'a annoncé qu'elle travaillerait tard. Grosse présentation demain, a-t-elle dit, sans vraiment croiser mon regard. J'ai hoché la tête et lui ai dit que je m'occuperais du dîner des enfants. Quand ils ont été couchés, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, je suis allé à son bureau. Sa voiture n'y était pas, mais je savais qu'il y avait un dîner ouvert 24 heures sur 24 à 10 minutes de là, où elle et David avaient déjà pris un café. J'ai failli faire demi-tour 2 fois, me disant que c'était insensé. Mais quand je suis arrivé sur le parking, ils étaient là, assis dans un coin, sa main posée sur la sienne, au-dessus de la table. Elle riait à quelque chose qu'il venait de dire, ce rire que je n'avais plus entendu depuis des années. Je suis resté 20 minutes dans la voiture, les observant. Comment elle lui touchait le bras en parlant, comment elle se penchait vers lui quand il lui murmurait quelque chose. À un moment, il s'est levé pour aller aux toilettes, et elle l'a regardé partir avec ce regard sur le visage, celui du désir. J'avais déjà vu ce regard, quand nous sortions ensemble. J'avais oublié qu'elle pouvait encore avoir cet éclat-là. Quand ils se sont enfin levés pour partir, j'ai démarré la voiture et je suis parti avant qu'ils ne me voient. Je suis rentré à la maison et j'ai fait semblant de dormir quand elle est rentrée à 23h30. Le lendemain matin, elle fredonnait en préparant le café. Le vrai coup est arrivé vendredi. Je faisais la lessive, nos vêtements mélangés comme toujours, quand j'ai trouvé un reçu dans la poche de sa veste. Un reçu d'hôtel datant de mardi, le même jour où je les avais vus ensemble. Cet après-midi-là, j'ai appelé son bureau. Son assistante m'a dit qu'elle était en réunion toute la journée. Alors j'ai appelé directement le service de David. Oh, David travaille depuis la maison cette semaine, il a la grippe, a répondu une collègue enjouée. Ce soir-là, elle est rentrée en se plaignant de sa journée épuisante. Toutes ces réunions à la suite. Je l'ai regardée jouer ce rôle de menteuse avec une aisance presque fascinante. Les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine quand elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai failli éclater de rire. Là, devant moi, elle faisait semblant d'être une épouse aimante, après avoir passé l'après-midi dans un hôtel avec un autre homme. Notre fille a levé la tête et nous a souri, probablement heureuse de voir ses parents tendre à nouveau. Samedi matin, je lui ai dit que j'allais emmener les enfants chez mon frère pour le week-end. Elle a paru soulagée, probablement déjà en train de planifier comment utiliser ce temps libre. Mais au lieu d'aller chez mon frère, j'ai conduit les enfants chez ma belle-mère. Je lui ai dit que j'avais une urgence à régler et lui ai demandé si les enfants pouvaient passer la nuit. Puis j'ai pris la voiture et suis allé devant la maison de David. Je n'avais pas de plan. Je suis resté garé pendant 1 heure, essayant de décider ce que je voulais faire. Une partie de moi voulait le confronter, lui dire exactement avec qui il couchait et ce qu'il était en train de détruire. Mais une autre partie de moi a compris qu'il ne savait peut-être même pas que j'existais. Elle lui avait sans doute raconté que j'étais distant, émotionnellement absent. Peut-être même qu'elle lui avait dit que nous étions séparés. Je ne suis jamais sorti de la voiture. À la place, je suis rentré à la maison et j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même, j'ai fait ma valise et je suis parti. Pas définitivement, je ne pouvais pas abandonner mes enfants comme ça, mais j'avais besoin d'espace pour réfléchir sans que sa présence ne brouille tout. J'écris ces lignes depuis une chambre d'hôtel, à l'autre bout de la ville. Demain, je devrais rentrer et décider de la suite. Mais pour la première fois depuis des mois, je ne doute plus de moi. J'ai passé mon enfance à être indésirable, puis ma vie d'adulte à essayer de prouver que je méritais l'amour. Mais le véritable amour ne demande pas d'accepter la trahison, il ne vous demande pas de vous rapetisser pour que l'autre se sente grand. Demain, je vais rentrer et lui dire que je sais pour David. Elle ne sait toujours pas que je ne dormirai plus à la maison, mais mes beaux-parents sont déjà au courant de la situation. Je leur ai demandé de ne rien dire pour l'instant, parce que je leur fais confiance. Mise à jour 4. Je suis rentré dimanche après-midi, les mains tremblantes sur le volant. J'avais répété ce que j'allais lui dire une dizaine de fois, mais ma bouche était aussi sèche que du sable. La maison était silencieuse quand je suis entré, jusqu'à ce qu'elle me voie et commence à poser des questions, où j'étais passé, pourquoi j'avais laissé les enfants chez ses parents au lieu de chez mon frère. La vérité, c'est que mes enfants adorent passer du temps chez leurs grands-parents, et si je les ai laissés là-bas, c'est parce que je pensais que leur offrir un bon week-end avant le divorce était la meilleure chose que je pouvais faire pour eux. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas mon frère, mais je sais qu'ils sont fous de leurs grands-parents maternels. Alors j'ai tourné autour du sujet et j'ai simplement dit, je sais pour David. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, a-t-elle commencé, la voix tremblante. J'ai sorti le reçu d'hôtel de ma poche et je l'ai posé sur le comptoir, entre nous. Mardi dernier.
pendant que j'étais à la maison à aider notre fils avec ses devoirs de maths. Elle a fixé le reçu comme si elle pouvait le faire disparaître rien qu'en le regardant. Puis elle s'est laissée tomber lourdement sur une chaise de la cuisine, le visage dans les mains. « Depuis combien de temps tu le sais ?» a-t-elle murmuré. « Assez longtemps. Et j'ai aussi trouvé ton carnet. » Sa tête s'est relevée brusquement. « Tu as fouillé dans mes affaires ? Tu vas vraiment me parler de limites maintenant ?» Silence. Long silence. Quand elle a enfin parlé, sa voix était différente. Résignée. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je veux que tu dises la vérité. Toute la vérité. » Et elle l'a fait. Tout a jailli d'elle comme une confession qu'elle retenait depuis des mois. Elle m'a raconté comment tout avait commencé, des déjeuners innocents qui avaient fini par devenir plus intimes, comment David la faisait se sentir elle-même à nouveau, pas seulement la femme du type avec des traumatismes. Elle a dit qu'être avec lui était facile, d'une façon que notre mariage ne l'était plus depuis longtemps. Beaucoup de choses que j'avais déjà lues dans le carnet, d'autres que j'ignorais. « Il ne sait pas pour toi », a-t-elle dit à voix basse. « Ni pour nous. Je lui ai dit que j'étais séparé. Alors je vis deux vies complètement différentes. » C'est à ce moment-là qu'elle a craqué. De vrais sanglots, ceux d'une victime, même si elle n'en était pas une. Elle m'a supplié de ne pas la quitter, a promis de tout arrêter avec David immédiatement. Elle a juré qu'elle ferait une thérapie, tout ce qu'il faudrait pour nous réparer. « S'il te plaît, » répétait-elle, « pense aux enfants, pense à tout ce qu'on a construit. » Selon elle, elle n'était pas amoureuse de lui, juste de la façon dont il la faisait se sentir. Elle ne me respectait plus comme homme, alors même que j'avais fait ce qu'elle me demandait, elle m'avait trompé, mais elle voulait quand même rester avec moi. Elle répétait sans cesse, « Non, non, on peut arranger ça. Je vais rompre avec David ce soir, on peut aller en thérapie de couple, on peut. » Je l'ai interrompu. « Tu as utilisé mon enfance comme une arme, quelque chose que tu as supplié de connaître, et tu m'as remboursé en partageant un lit d'hôtel avec un autre homme. C'est bien au-delà de ce que la thérapie peut réparer. La thérapie aurait été utile avant, pas maintenant. » Alors elle a changé d'angle. Elle a commencé à parler de l'école des enfants, de leurs amis, de la façon dont le divorce bouleverserait leur vie. Elle a peint le tableau des fêtes brisées, d'une vie de maison en maison, et que ce serait de ma faute. Comme si trahir son mari était justifié par ce qu'il lui avait confié. C'était tordu à entendre, et maintenant que je l'écris, ça paraît encore pire. Cette nuit-là, on a encore dormi dans des chambres séparées. Je l'ai entendu au téléphone vers minuit, probablement avec David. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je l'imaginais essayer d'expliquer que son mari séparé avait tout découvert, et qu'elle n'était pas si séparée que ça, finalement. Lundi matin, elle a tenté une dernière fois. Elle a préparé mon café comme je l'aime, et parlé de peut-être partir en vacances dans un endroit chaud après Noël. Comme si ça pouvait tout effacer et me faire l'aimer à nouveau. Je lui ai dit que plus tard dans la journée, après l'école, je parlerai aux enfants. Tu vas leur dire quoi? La vérité. Adaptée à leur âge, mais la vérité. S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je lui ai simplement répondu qu'à un moment ou un autre, il devait savoir la vérité, parce que le divorce n'était plus une possibilité, mais une réalité, et qu'il n'y aurait jamais de meilleur moment pour leur dire ce qui allait changer, et pourquoi. Les enfants l'ont mieux pris que je ne le pensais. Les enfants sont résilients. Ce soir-là, elle est allée dormir chez sa sœur, moi, je suis resté à la maison avec les enfants. Demain, je commence à construire une vie qui m'appartient enfin. Mise à jour 5. Je n'ai pas grand-chose à ajouter concernant le divorce. Les papiers sont déposés, maintenant viennent les négociations. Avec mon avocate, nous allons essayer d'éviter que je doive payer une pension alimentaire ou une pension pour enfants, puisque nous demandons la garde complète, ou au moins partagée. La première partie ne sera pas difficile, même si je gagne plus que mon ex, l'infidélité pèse lourd dans ce type de demande. La pension pour enfants, c'est différent, cela dépendra du jugement sur la garde. Mais ce que je veux faire ici, c'est revenir sur certains points que j'avais laissés de côté. Par exemple, pourquoi mon ex-femme voulait-elle rester avec moi si, après m'avoir entendu parler de mon passé, elle me voyait différemment? Je n'ai pas de réponse, et je ne pense pas que j'en obtiendrai une d'elle non plus. Ma supposition, c'est qu'elle me voyait comme un bon père, un bon pourvoyeur, mais plus comme un homme. Certaines femmes m'ont écrit pour dire que je n'avais rien fait de mal, que mon ex était idiote de penser de cette façon. Quoi qu'il en soit, elle voulait garder la partie de moi qu'elle appréciait, tout en gardant la possibilité de recommencer si je pardonnais cette infidélité. Ou peut-être qu'il n'y a pas de raison logique, peut-être qu'elle a ses propres démons que je n'ai plus envie d'affronter. Si nous avions parlé de tout cela avant la trahison, avant qu'elle n'utilise mes confidences contre moi, les choses auraient pu être différentes. Il n'y a pas grand-chose à dire sur mes parents. Ils m'ont clairement dit qu'à 16 ans, je devais partir, et ce n'est pas comme si j'avais envie de rester avec eux. J'ai pu m'en sortir grâce à mon frère, qui m'a hébergé, mais je n'ai plus jamais parlé à mes parents. Ni à mes autres frères et sœurs plus âgés, ils étaient parfaitement à l'aise avec la maltraitance que je subissais. Le seul frère avec qui j'ai encore un lien n'a qu'un contact minimal avec eux. Grâce à lui, je sais quelques bribes sur mes parents, comme le fait qu'ils ont divorcé et que ma mère croule sous les dettes. Mon père n'est pas mieux loti financièrement, mais mes frères et sœurs les aident tous les deux.
Honnêtement, sans même connaître tous les détails, mes frères et sœurs ne s'en sortent pas très bien dans la vie non plus. On pourrait croire que ça me ferait plaisir d'avoir mieux réussi qu'eux, mais ça n'efface pas les blessures. Je dis que ma vie s'est mieux déroulée parce que, même si mon mariage n'a pas fonctionné, j'en ai au moins tiré 2 merveilleux enfants, et c'est déjà beaucoup. Et oui, je vais demander des tests ADN pour les deux, parce que je sais que l'infidélité n'a peut-être pas commencé récemment. Mais je suis convaincu qu'ils sont bien les miens, je vois trop de mes traits chez eux. On saura sûrement dans une prochaine mise à jour, mais je ne suis pas inquiet. Mise à jour 6. J'appelle celle-ci la dernière mise à jour, parce que je pense que c'est la fin. Le divorce est désormais officiel. D'abord, les tests ADN. Beaucoup m'ont traité d'imbécile parce que j'étais sûr que mes enfants étaient les miens et que je ne ferais pas les tests. J'ai relu, et je n'ai jamais dit que je ne les ferais pas, seulement que j'étais confiant. Cette confiance était justifiée, les résultats sont arrivés, ce sont bien mes enfants. Même si mon ex aurait pu me tromper quand même, ça ne change rien à ce point-là. Quant au divorce, la garde a été attribuée à 50-50e. Cela m'évite de payer une pension pour enfants, et la pension alimentaire pour conjoint a été refusée par le juge. Oui, mon ex l'a demandé, mais avec les preuves d'infidélité, le juge a dit non. La garde est maintenant partagée, car il n'y avait aucune raison d'empêcher les enfants de voir leur mère. Ce n'est pas qu'on n'a pas essayé d'obtenir la garde complète, mais ce n'est pas facile, sauf s'il y a preuve de violence sur les enfants, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Pas même au début, quand tout a éclaté, parce que si elle voulait que je les discipline, elle-même ne les frappait pas. Elle voulait que moi je le fasse, ce qui, avec le recul, était peut-être une stratégie pour pouvoir m'accuser plus tard. Dans quelques années, mes enfants seront assez grands pour choisir eux-mêmes chez qui ils veulent vivre. Mise à jour 7. Je sais que j'avais dit qu'il n'y aurait plus d'autres mises à jour, mais je pense que celle-ci vaut la peine d'être racontée. Et sinon, vous pouvez simplement passer votre chemin. Mon ex-femme a été violente avec l'un de nos enfants, ma fille aînée. Elles avaient des tensions depuis un moment, trop longues à expliquer ici, mais en partie liées au fait que ma fille ne pardonnait pas à sa mère sa liaison. C'est à cause de cela qu'elle a levé la main sur elle. Je l'ai su parce que ma fille m'a appelé pour me le dire. Je suis allé la chercher, ainsi que son frère, chez leur mère et je les ai ramenés avec moi. Ma fille saignait du nez, parce que ce n'était pas une gifle, c'était un coup de poing. Cela m'a permis de demander une garde complète en urgence, qu'un juge a ensuite rendue permanente. Je déteste que ce soit la seule manière d'avoir obtenu la garde totale, mais en même temps, je suis reconnaissant que ce soit arrivé une seule fois et que cela ait suffi à protéger mes enfants. Si cela n'avait pas laissé de traces, je n'aurais probablement pas réussi. Au moins maintenant, je peux vivre en paix, en sachant qu'ils sont ici, avec moi. Je crois même que mon ex a abandonné, parce qu'elle n'a même pas contesté la décision de garde complète. Encore une bonne nouvelle, malgré tout.